j'avais envie de parler de l'évolution physiologique, cognitive et du rapport à la conscience. Ce sera beaucoup un témoignage peut-être pour rassurer certains d'entre vous qui vivent ces transformations et qui ne les ont pas identifiées telles quelles, et puis pour les autres peut-être un encouragement, une invitation à aller à la rencontre de ces découvertes. Dans ma propre expérience, je ne sais pas vraiment dater les choses, hein, puisque la vie étant un ensemble de phénomènes et d'occurrences, on ne peut pas vraiment pointer une origine particulière, mais je pense que je me suis rendu compte de certaines transformations à partir de l'adolescence, probablement, voilà, vers 14-15 ans. Bien sûr, il y a la puberté, mais autre chose, c'est le fonctionnement de mon corps. Je me suis rendu compte, par exemple, que lorsqu'il se manifestait en douleur, ou bien qu'il y avait des choses qui semblaient un petit peu des perceptions étranges, comme par exemple des endroits qui démangeaient sans raison apparente, ou bien une torsion au niveau d'une articulation, ou bien quelque chose qui ne passait pas dans le système digestif. C'était la manifestation d'un ensemble de choses, et en particulier de l'intérieur de la personne, de mon intérieur, au niveau physique bien sûr, émotionnel, psychique. Et j'ai commencé à faire ce rapport-là assez jeune, même si peut-être pour certains c'était déjà fait bien plus tôt. Donc comme je disais, voilà, vers l'adolescence. Et donc au niveau physiologique, je me suis rendu compte que la nourriture devenait ma propre énergie, et cette énergie-là était vraiment fonction du moment. Donc il y avait des moments où la nourriture par exemple s'assimilait très bien, et d'autres moments non. Évidemment, si on mange de manière précipitée, et parfois quand on est jeune on veut gagner du temps, ou même quand on est adulte mais qu'on a l'impression que c'est mieux de passer son temps à travailler par exemple qu'à manger, eh bien on va précipiter la nourriture et on va se l'enfourner, mais de ce fait là le corps ne va pas accepter les nutriments et l'énergie de la même manière que si on est en bonne compagnie, qu'on est bien, qu'on prend son temps, qu'on est à l'aise. Donc ça, ce sont des évolutions, en tout cas dans la conscience de ce que c'est que de manger par exemple, qui sont venues progressivement et qui ont fait que à un moment donné, et plus je vieillissais, plus c'était fort, je ne pouvais plus par exemple manger ou faire du sport de la même façon. Je voyais bien que le corps ne se comportait pas de la même manière en fonction de mon état d'esprit. Et ce changement était physiologique et mental, les deux étant liés. Au niveau du sommeil aussi, par exemple, je me suis rendu compte que il y avait une sorte d'entraînement, d'exercice à s'endormir, donc pour pouvoir tomber dans le sommeil rapidement. Et puis aussi cette quiétude qu'on a, cette satisfaction d'avoir bien dormi, c'est quelque chose aussi que l'on peut effectivement exercer en le désirant, voilà, en ayant le plaisir de dormir, en ne prenant pas le temps de sommeil comme du temps perdu, mais plutôt comme la jouissance de l'état dans lequel on se sent bien, même si on n'en a pas totalement conscience, mais au réveil, on voit si on a bien dormi ou on n'a pas bien dormi. Et donc c'est transformer un petit peu cette attitude-là, de « ah je dois dormir parce que c'est obligatoire » en « je profite du temps de sommeil et je me plonge entièrement dans le sommeil ». Donc j'ai vu que au fur et à mesure du temps, le passage par le rêve a diminué. Alors bien sûr, l'expérience étant propre à chacun, la mienne est passé par ces phases-là, et puis maintenant ça est toujours le cas. Donc les rêves étant énormément présents quand j'étais jeune, peut-être aussi une sorte d'échappatoire pour pouvoir fuir un petit peu mes réalités et les digérer, mais une volonté aussi d'exercer un pouvoir, de faire quelque chose de ma réalité, si ce n'est dans la réalité de veille, dans la réalité du rêve, d'en faire quelque chose qui m'appartenait. Et puis j'ai eu de moins en moins le besoin de m'émanciper de ma réalité propre, et donc le rêve est tombé, en tout cas le souvenir du rêve est tombé, et puis la sensation de sommeil profond est devenue plus consistante. Donc en général pour la plupart des gens, s'endormir c'est devenir inconscient, alors que pour moi avec les années, avec le temps, c'est devenu une conscience plus aiguë, plus forte, mais qui n'est pas la même conscience que dans la veille, et qui est assez étonnante, puisque on ne perd pas conscience, mais on n'est pas conscient en tant qu'individu. Donc c'est un petit peu particulier, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est un des aspects que j'ai travaillé entre guillemets, qui s'est imposé à moi, et qui a fait que mon sommeil est devenu vraiment très très bénéfique, ressourçant, et aussi ressourçant au niveau mental. C'est-à-dire que
beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup de sécurité aussi sont arrivées pendant la nuit. Comme on dit, la nuit porte conseil, et je pense que c'est un très bon dicton. La nuit peut vraiment être bénéfique pour soi, mais il faut le vouloir, en tout cas l'encourager, l'inciter, s'ouvrir au sommeil. Après, comme je le disais, certains vont peut-être privilégier plutôt la phase de rêve. Moi, j'ai privilégié la phase de sommeil profond et j'en suis très bien. Donc ce sont des changements qui sont faits progressivement, donc au niveau de l'alimentation, de la nourriture, de l'hygiène de vie, de l'activité physique. Je me suis rendu compte en faisant du sport, des arts martiaux, de la méditation, que le corps était très important et que l'accueil du ressenti, des perceptions physiques, donnait une conscience de soi. Non seulement bien sûr au niveau purement matériel, donc le corps en tant que corps, mais aussi au niveau de la créativité. C'est-à-dire que se ressentant comme organisme vivant, comme ensemble, mais la réunion de ces cellules formant un tout plus grand, qui est peut-être ce que je peux appeler moi, ça donnait un individu plus adaptatif, qui était capable peut-être de mieux se gérer. Tout simplement, tout bêtement, en prenant conscience que j'étais un corps avant tout, et que ce corps, je pouvais en prendre soin, ou en tout cas y porter attention. Donc au niveau des processus digestifs, j'ai vu que beaucoup de choses comme les émotions sont effectivement digérées, que ce soit le jour ou la nuit, et que les douleurs, les blocages ne sont pas anodins. Et même les accidents qui nous arrivent dans la vie en général ne sont pas des choses simplement dues au hasard, mais que pour une raison ou pour une autre, ou pour un ensemble de paramètres qui souvent nous échappent, eh bien les situations concrétisent mon intérieur. Et donc je me suis rendu compte de cette relation intérieur-extérieur, et donc les aspects physiologiques étaient tout à fait réceptifs et fonctionnels par rapport à cette manifestation de ce que j'étais à tous les niveaux. Donc ça s'est fait bien sûr sur des années, ça continue à se faire. Ce sont des choses qu'on peut simplement observer. Vous pouvez observer pour vous-même que le fonctionnement de votre organisme correspond à un ensemble énergétique bien sûr, mais à tout ce que vous êtes sur tous les plans, physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Donc le mental à sa place, le corps à sa place, les émotions ont leur place, et puis toutes les dimensions de l'énergie ont leur place. Donc ça, ce sont les parties, disons, plutôt positives, dans le sens où ça a apporté une sensation d'être plus réceptif, plus disponible, même si, qui dit sensibilité exacerbée, dit aussi souffrance, ou en tout cas douleur exacerbée, parce que le corps étant plus sensible, il est bon d'avoir mal. Alors ça peut paraître paradoxal, mais si vous fuyez la douleur comme beaucoup de personnes, et que vous prenez un médicament dès que vous avez mal, eh bien vous engourdissez votre organisme, et donc vous l'empêchez de vous signifier toutes ces petites alertes qui vont vous prévenir du véritable danger. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on prend des substances ou des drogues ou de l'alcool ou des choses comme ça. Au bout d'un moment, le corps s'affaiblit parce que pendant un premier temps, on va sentir mieux, bien, puisqu'on ne ressent plus le mal, mais ce mal, en fait, nous dit quelque chose. Et cette signification va disparaître sous une couche de voile qui, finalement, vont devenir notre manière, notre façon d'exister. Mais si on fait l'effort de ne pas s'ensevelir sous une tonne de non-perception, eh bien effectivement on va avoir parfois plus mal que la moyenne. Parce que déjà, de 1, notre corps va être plus sensible. Donc par exemple, pour ma part, c'est la réactivité à certains aliments. Par exemple, certaines viandes ou même certains légumes, ou de toute façon certains plats, parce que la saveur d'un plat, comme le disent les Asiatiques, est liée aussi au cuisinier. Et nous, on pense d'abord ingrédients, manière de cuisiner, mais on oublie la personne elle-même. On dit que si quelqu'un a la recette sera la même pour tous les cuisiniers. Mais non, en fait, la touche personnelle que l'on va induire, ça donne une saveur. Et moi, j'ai appris, ça s'est fait comme ça, je l'ai découvert en mangeant chez les gens, que chaque personne imprègne la nourriture de sa propre saveur. Et ce qui peut varier tout au long de la vie. Donc le goût, les sens vont changer, on va apprécier les choses différemment, et donc comme je le disais,
Peut-être on aura plus mal à certains moments, puisque le corps sera plus sensible, on va peut-être réagir à la nourriture, on va mal la digérer, ou au contraire, on va bien la digérer. Parce que parfois une nourriture apparemment toxique, imaginons que voilà, il y a plein de conservateurs, des colorants, des choses dedans, et puis on sait que c'est pas très nutritif. Mais si on la mange avec des gens qu'on apprécie, dans un moment de calme, dans un moment où on est bien, eh bien il y a une sorte de transmutation qui se fait, une sorte de processus alchimique, comme j'aime le dire, qui va être à l'œuvre et qui va faire que la nourriture va passer. Le corps va l'intégrer et va véritablement la transformer, la transmuter en énergie, une énergie qui sera sensible et bénéfique pour nous. Par contre, si on prend une bonne nourriture, bio, bien cultivé, bien préparé, mais qu'on est dans un moment où on n'est pas bien, ou qu'on mange dans un endroit et avec des personnes avec qui on ne s'entend pas, eh bien le fait que la nourriture était bien cuisinée et soit normalement très nutritive et très bonne pour notre corps, va peut-être être déformée, remplacée par toute cette émotion, cette sensation du lieu, des personnes, de nous-mêmes, et transformer ce bon plat en plat mauvais. Et donc il y a un équilibre, en tout cas il y a des échanges entre tous ces univers qui se rassemblent en soi-même, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, lorsqu'on travaille, etc. etc. Donc la manière consciente de vivre les choses transforme, transmute les éléments, et en particulier notre propre organisme. Donc vous voyez, il y a déjà un aspect physiologie, énergie, conscience, conscience, physiologie, et ce cycle boucle. Et on peut s'en rendre compte. Donc parfois il y a des transformations dont on est conscient et d'autres qu'on ne comprend pas tout de suite ou qu'on ne comprend peut-être jamais. Donc il y a forcément des aspects un petit peu plus difficiles lorsque par exemple au niveau émotionnel on va être plus sensible, on va ouvrir un petit peu son cœur et puis sa tête va aussi s'ouvrir. Donc on va être plus réceptif aux idées des autres, on va faire attention à son univers. Au lieu de se centrer uniquement sur ses propres envies, ses propres pensées, en pensant que tout le monde devrait penser comme soi-même ou en croyant que chaque individu a la même façon de voir les choses que soi. Ça simplifie la vie, mais ça donne une sorte de réalité monochrome. Et lorsqu'on a une palette de couleurs un petit peu plus étendue, que notre gamme va s'élargir, parfois ça éblouit ou ça peut même faire mal aux yeux, ça peut être difficile à digérer, mais c'est très riche. Et cette richesse, c'est quelque chose de très important pour l'être humain pour se développer et pour entrer en harmonie avec le monde et surtout avec lui-même. Parce que plus on connecte, plus on reconnaît ces espaces sensibles, et plus on va être à même de comprendre ce qui se passe autour. Parce que quand on a une vision unique et qu'on veut tout simplifier, finalement on ne comprend plus rien. Les choses sont tellement déformées qu'à un moment donné, ce que l'on croit comprendre n'est plus qu'un pauvre succédané de la réalité. Alors que lorsqu'on a une finesse et une subtilité vraiment développées, on va pouvoir goûter. Et je parlais de l'alimentation tout à l'heure, la saveur des aliments, mais c'est pareil pour la vie, on va pouvoir la goûter dans toutes ses nuances, plutôt que dans seulement celles qui nous appartiennent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres univers, et de pouvoir ne pas en avoir peur. Parce que ce qu'on ne comprend pas, en général, on en a peur, alors que ce qui nous est familier peut tout à fait être intégré à notre propre univers. Donc le fait de s'ouvrir ainsi par les sens, c'est quelque chose qui est bénéfique pour pouvoir aussi avoir ces échanges. Après, si on ne désire pas d'échange avec le monde, bon, c'est comme ça, et tant mieux pour soi, mais dommage pour les autres. Si on s'ouvre, eh bien, on peut rencontrer une ouverture des sens et donc affiner son odorat, affiner son œil aussi, parce que moi-même étant myope, si j'enlève mes lunettes, je ne vois pas, je vois flou à distance, mais malgré le fait que mon œil physique ne fonctionne pas, dans l'énergie des choses, il y a des choses qu'il va capter, des mouvements subtils, des mouvements de la nature, des perceptions que peut-être vous avez remarqué, des gens qui sont souvent dans les forêts, dans les montagnes, qui sont un petit peu éloignés aussi peut-être de la civilisation, ont un œil aiguisé, une écoute, une ouïe très développée et sont capables de voir un animal, de ressentir une nuance dans le ciel ou dans la nature que nous on est en tant que citadins ou en tant que personne moins en contact avec la nature, moins à même de déceler. Donc cette subtilité là, c'est aussi un entraînement. On peut le cultiver bien sûr en étant en ville ou bien dans un milieu un petit peu technologique, mais ça a tendance à se diminuer si on a des béquilles. Et par exemple, comme je le disais, les lunettes, ça c'est un bénéfice,
mais ça n'entraîne pas l'œil, donc celui-ci devient paresseux. Et par un ensemble d'exercices, vous pouvez entraîner votre œil à mieux voir. Si ce n'est récupérer une vue complète, c'est déjà, voilà. Bon, il faut être courageux. Moi-même, n'ayant jamais eu ce courage-là, je ne vais pas prétendre que, mais il y a pas mal de témoignages de gens qui ont fait des exercices, yoga des yeux, des choses comme ça, pour récupérer, et ça fonctionne apparemment très bien. Voilà, donc au niveau cognitif, les sens se développant, il y a beaucoup de choses aussi qui vont peut-être bouger. Moi, dans les aspects un petit peu plus difficiles de ma propre expérience, ce que j'ai vécu, c'est que la fonction de perception du temps de manière linéaire, c'est-à-dire d'un passé, d'un présent et d'un futur, donc dans la projection soit d'une anticipation, de regarder ce qui va arriver, soit dans une régression vers le passé. Ceci empêche d'être dans ce qu'on appelle le moment présent, c'est-à-dire que, en fait, quand il n'y a plus de passé, plus de futur, il n'y a plus de présent non plus, puisqu'il n'y a plus de ligne de temps. Donc on dit le moment présent, mais en réalité, il n'y a plus de présent. Pour dire le moment, mais encore le moment, ça se situe dans le temps, donc on pourrait dire ça. Voilà. En général, on n'est pas dedans. Par exemple, si vous vous sentez pas très adroit dans un sport, quelque chose par exemple comme le tir à l'arc, tout ça, peut-être que ça peut justement vous montrer que vous n'êtes pas dans le moment présent, puisque vous êtes en train d'anticiper le tir, par exemple, vous vous angoissez parce que vous savez pas si la flèche va aller à droite, à gauche, si vous avez même touché la cible, et du coup ce stress-là vous détourne de la capacité à vous concentrer. Et de l'autre côté, si vous dites « Ah, j'ai déjà tiré 3 flèches, je les ai bien tirées », cette attraction vers le passé peut vous emmener dans un dédale où vous vous perdez également, puisque vous vous projetez dans un univers qui n'existe plus, et donc vous oubliez que le présent n'est pas le passé, et que chaque geste est unique. Donc, revenir au présent, c'est vraiment se concentrer sur ce qui est là, maintenant. Et pour ce faire, il faut un fonctionnement différent. Et souvent, ça va se faire au niveau neurologique. Vous allez voir, peut-être que c'est déjà le cas pour vous, que ça s'est déjà passé, que l'énergie va transformer votre manière de concevoir et d'appréhender les choses. Pour ma part, ça s'est accentué alors que je ne le comprenais pas trop et que je ne le connaissais pas ainsi. Justement, quand j'ai fait cette transition, je pense que ça avait commencé plus tôt, mais je l'ai ressenti vraiment au niveau du passage dans les études supérieures, donc vers 18 ans. Au moment où je suis passé au niveau des études scientifiques, donc en classe préparatoire, où il faut fournir un gros effort de concentration, de mémorisation notamment, et d'apprentissage globalement, je perdais mes capacités d'emmagasiner de l'information, de me concentrer sur le calcul, d'être réceptif au concept. Donc j'étais en train de perdre le langage, en train de perdre la mémoire, et voilà, tout ce qui peut arriver avec l'âge, mais un petit peu précoce. 18 ans, c'est quand même un peu tôt pour déclencher Alzheimer, ou bien pour commencer à perdre un petit peu, voilà. Bon, bien sûr, ça arrive malencontreusement parfois dans la vie, mais moi, c'était pas mon cas, c'était pas lié à une maladie. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, puisque j'avais ces capacités-là, disons, relativement développées pour pouvoir faire des études supérieures. Et je me retrouvais dans l'incapacité d'apprendre. Avec des moments, par exemple, où je me retrouvais en examen face à la feuille et je lisais 3 fois la même ligne parce que je n'étais plus capable de comprendre la phrase. Et chaque mot que je lisais faisait oublier le précédent. Donc c'était vraiment transformation en poisson rouge et incapable de récupérer les choses. Donc c'était vraiment assez désagréable, incongru et puis malvenu, puisque dans ces études où justement on doit fournir un effort pour avancer, pour progresser dans un travail intellectuel, l'intellect disparaissait. Je ne comprenais pas, bon après ça m'a pas gêné plus que ça en tout cas j'ai survécu, mais c'était assez compliqué, ne comprendre pas les processus à l'œuvre. Donc ça a duré des années, je dirais une bonne dizaine d'années au moins. Après bien sûr on trouve un petit peu ces mécanismes d'adaptation, donc on développe une autre sorte d'intelligence, donc ça m'a permis de voir que je pouvais apprendre aussi sans me concentrer. Alors ça c'est un truc qui est assez grandiose. C'est que si vous fonctionnez déjà comme ça, ça va vous parler, si vous ne fonctionnez pas comme ça peut vous intéresser. Il y a différentes façons d'apprendre, je ne les connais pas toutes et ça ne m'intéresse pas de les développer ici, mais je sais au moins les manières un petit peu linéaires et arborescentes.
Donc, soit on fonctionne de A à Z, on va commencer par l'étape 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, et on fait tout de manière progressive, cohérente, logique. Ou alors, on va piocher à droite à gauche, par petites touches, même à 360, on va prendre des choses un petit peu. Et par exemple, imaginons, j'étudie la physique, les mathématiques, la chimie, la biochimie, etc. etc. Je vais piocher dans chaque matière des éléments qui vont me parler, que je vais pouvoir comprendre, intégrer, et cet élément va me renvoyer à un autre. Imaginons, par exemple, je vois l'étude des dérivés. Alors si vous n'êtes pas trop fan des maths, je vais essayer de vous expliquer simplement. Donc l'étude des dérivés, en fait, c'est la variation par rapport à une constante de temps d'un phénomène. Par exemple, on va dire la vitesse, c'est la dérivée du mouvement en fonction du temps. Donc votre vitesse, ça dépend comment varie votre mouvement en fonction du temps. Si votre mouvement varie beaucoup, votre vitesse risque d'être grande. S'il varie lentement, votre vitesse risque d'être petite. Donc c'est ça en gros qu'on appelle la dérivation, la dérivée. Et puis en mathématiques, c'est beaucoup utilisé parce qu'on étudie des choses qu'on appelle des fonctions, qui sont des mécanismes opératoires, qui vont par exemple prendre une boîte, l'emballer et faire ressortir l'emballage et le paquet dedans. Voilà. Et en physique, la dérivation, c'est le phénomène que je vous ai expliqué par rapport au temps, c'est par exemple le mouvement, comment le mouvement va changer. Par exemple, vous avez un objet qui bouge dans l'espace, et puis quelle est son accélération, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir une vitesse qui va augmenter, ralentir, est-ce qu'elle va être constante? Et ça, c'est ce qu'on appelle la variation de vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération, qui vient d'une dérivation, d'une double dérivation, puisque la vitesse étant déjà la dérivée du mouvement, et bien l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est la dérivée seconde de notre mouvement. Eh bien, imaginons que la dérivée m'ait parlé en mathématiques, eh bien ça va peut-être m'ouvrir en physique en me disant « Ah, mais je comprends !» Ou inversement, peut-être c'est plus simple à partir de la physique, mais si je comprends la notion de dérivée, c'est une variation. La dérivée, c'est une variation. Et cette variation, je la fais en fonction du temps, en général. Ça peut être en fonction d'autres coordonnées, mais c'est souvent le temps. Et donc, ça va être en fonction de mon chronomètre, comment la chose que j'observe va varier dans l'espace, sur la longueur, etc., etc. Et du coup, en faisant un petit peu le lien entre les mathématiques et la physique, je vais m'ouvrir. Mais c'est pas en prenant chapitre 1 dérivés, chapitre 2 fonctions et associés, machin et tout ça, que je vais apprendre, c'est en prenant une notion dans une matière, une notion dans une autre, et puis en faisant des ponts entre les deux. Et si une vision ne me parle pas, je vais prendre une autre vision qui me parle, et en fait, tout doucement, les allers-retours vont me donner une vision globale qui finalement est peut-être aussi efficace que si j'avais appris chapitre 1, chapitre 2 en mathématiques, chapitre 1, chapitre 2 en physique, et que à un moment donné, je me dis « Ah ouais, je comprends la notion de dérivée ». Voilà, c'était un petit exemple, clin d'œil pour les sciences, peut-être que j'ai pas très bien expliqué, mais j'espère que vous aurez compris, grosso modo, ce que je voulais dire. Donc toutes ces capacités à saisir le concept partaient, comme je disais, parce que le langage partait. La mémoire n'étant plus présente, j'avais du mal à retenir mes cours, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ça me jouait aussi des tours, parce que dans la vie quotidienne, une personne me disait voilà, on fait un projet ensemble, ce matin on bosse et on se donne rendez-vous à 15 h. Quand elle avait fini de me parler au bout de 5 minutes, j'avais oublié pourquoi on s'était vu, ce qu'elle m'avait dit et qu'on s'était surtout redonné rendez-vous. Donc si j'avais pas des penses bêtes ou des trucs, des moyens mémotechniques, je pouvais pas retenir les choses et surtout j'ai oublié à une vitesse grand V. Ce qui était assez perturbant parce que je pouvais apprendre par cœur très rapidement un texte et puis l'oublier 1 heure après, 1 jour après, ce qui n'est pas très pratique quand on est dans ses études. Et puis pour le langage, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup modifié avec les mots, parce que je me suis beaucoup méfié des mots. Et en fait ça c'est au niveau de mon mental que ça a vachement bougé. Je me suis rendu compte que le langage c'est juste une question subjective, c'est-à-dire que on pense que quand on parle, on dit la réalité, mais la réalité nous échappe toujours. Peut-être vous n'y avez jamais pensé, ou peut-être ça vous a déjà effleuré l'esprit, vous êtes à fond dedans, mais quand on parle, ce n'est pas la réalité. Quand on pose des arguments, quand on réfléchit, ce n'est pas la réalité. La réalité, on ne peut que la vivre, on ne peut pas la dire. Ce sera toujours éloigné, même si les mots font partie de notre réalité. Mais la réalité, c'est les mots, c'est l'essence des mots. Et l'essence des mots n'est pas la réalité. Si vous m'avez suivi. Voilà.
Par contre, ce que l'on peut faire, c'est essayer d'y goûter, comme je disais, donc dans un sens plus physique, de vivre les choses. Et donc j'ai progressivement, sans faire exprès, hein, ça s'est fait ainsi, peut-être bien sûr la méditation et les arts martiaux ont encouragé ce genre de phénomène, mais c'était pas volontaire, c'était pas un but. Ça s'est produit et c'est tout. Mais peut-être que ça peut s'obtenir ou peut-être que ça peut se vivre d'autres façons. Et donc dans ces modifications, le langage a bougé et je me suis méfié des mots dans le sens où je n'y croyais plus. C'est-à-dire que, et c'est ça qui était compliqué dans mes études, c'est que je ne croyant plus aux mots, j'étais plus capable de croire aux concepts. Pour moi, les concepts devenaient de plus en plus flous, puisque de plus en plus intangibles. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est derrière tout doucement l'énergie. C'est-à-dire que derrière les mots, il y a une énergie. Et ça, c'est réel. Mais le concept, lui, est irréel et basé sur une irréalité. Donc plus on est intellectuel, plus on est mental, en tout cas dans le mauvais sens du terme, et plus on s'éloigne de la réalité. Bien qu'on pense la saisir dans ses mains, et bien c'est un petit peu comme de l'eau ou du sable, on le prend et finalement ça nous glisse entre les mains. Et bien là c'est pareil, les mots ça nous fait glisser la réalité entre nos neurones. On n'a pas la capacité par le langage de prendre la réalité en soi. Pour réellement l'apprendre, il faut une expérience directe. Et pour ça, il ne faut pas de mental ou pas de mots. Ou en tout cas, ne pas s'attacher, s'identifier au langage. Donc, vous voyez, c'est un processus assez complexe qui prend pas mal de pans de la vie, mais qui peut bien sûr d'un côté être assez perturbant, voire terrifiant. Mais si on le vit à peu près bien, et finalement moi j'étais assez cool, donc ça passait, même si j'étais un peu inquiet quand même par rapport à mon avenir professionnel, hein. Voyant mes études capoter plus ou moins. Mais bon, je le prenais comme ça venait et puis je me posais pas trop de questions. Bon, c'est l'avantage quand on est jeune, on se pose pas trop de questions forcément. Et au fur et à mesure, comme je le disais, bon, ce qui m'a arrangé, ce qui s'est arrangé, c'est que j'ai appris à faire avec. Donc perdant la mémoire, bah, j'ai appris à vivre dans le présent et à essayer de réorganiser ma structure neurologique. Pour remettre quelques cases mémoire, même s'il n'y en avait pas beaucoup, bah, de les utiliser de manière optimale. Donc par exemple, pour donner du concret, j'avais une difficulté à une époque, bah, j'avais la chance d'avoir une carte de crédit, alors, je sais pas si c'est une chance, hein, pour certains c'est une malédiction, et un téléphone portable. Et malheureusement pour moi, c'est que bah, les deux nécessitent un code qu'il faut retenir par cœur. Parce que si vous l'oubliez, bah, vous êtes dans la mouise. Pour rester poli, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, l'été, je ne l'utilisais pas beaucoup. Et bah, au bout de 2 mois de vacances, l'ayant peu utilisé, je me souvenais plus du code. Le problème, c'est que j'avais trouvé une astuce, c'était de mémoriser avec le corps. Donc peut-être vous faites pareil, c'est que vous avez le cadran avec les 10 chiffres. Ouais, parce que n'oubliez pas le 0, hein, ça va de 0 à 9, donc il y a bien 10 chiffres. Donc bah, quand on appuie, on fait un mouvement particulier. Vous dessinez un truc, vous faites voilà, un Z ou je sais pas quoi, un carré avec vos doigts. Et j'avais mémorisé par le corps cette chose-là. Donc bah, j'avais pas mémorisé mon code, j'avais mémorisé le mouvement du code. Mais le problème c'est que parfois l'été aussi quand on s'ouvre, quand on se libère, le corps il se défaçonne. L'été étant un bon moment pour se mettre en activité, si on fait des choses intéressantes, on déconstruit certaines habitudes. Et du coup, déconstruisant ces habitudes, bah, j'oubliais mon code de téléphone, mon code de carte bleue, etc., etc. Et du coup, quand je revenais, je rentrais chez moi et que je voulais utiliser ces outils fort pratiques, mais aussi fort contraignants, eh bien, j'avais tout oublié et soit je coinçais mon téléphone ou ma carte, soit j'étais obligé de faire 36 000 choses pour les débloquer. Et donc, c'était pas très pratique. Et donc, je me suis dit que c'était quand même important pour mémoriser des choses, pour se rappeler de certains événements, puisque les choses notamment n'étant pas importantes ou pas plaisantes pour moi, je les oubliais rapidement. Ce qui fait de la place, ce qui fait qu'on ne s'attarde pas sur des choses pénibles et qui nous permet d'apprécier le moment. Donc ça, c'est vraiment la transformation qui fait qu'on rentre dans le présent. Mais le désavantage, c'est que par exemple, si on a quelque chose de vital à apprendre, bien que ça soit important pour nous, eh bien on peut complètement l'oublier. Sur une fraction de seconde, on peut vraiment le laisser de côté et ne plus s'en rappeler avant un bon moment. Donc les choses que j'ai apprises à faire, c'est travailler ce mental et ce cerveau pour que quand même certaines choses importantes se fixent. Bien sûr, il y a des astuces comme les noter, en parler à d'autres personnes pour qu'elles nous les rappellent, etc., etc.
Et donc c'est tout un ensemble de choses qui s'est reconstitué. Donc ma façon de fonctionner neurologiquement a bougé, donc je suis capable de mémoriser certaines choses, d'autres moins, et c'est trouver un petit peu un équilibre. Mais c'est pas facile si vous le vivez, vous le savez, parce que le fonctionnement mémoriel n'est pas celui de la plupart des gens, et le fonctionnement intellectuel non plus. Donc on peut comprendre des choses très rapidement, alors que des choses évidentes pour la plupart des gens deviennent incompréhensibles pour nous. Donc c'est un petit peu cette façon de vivre les choses qui a bougé. Et bien sûr, on arrive au troisième point, c'est-à-dire celui de la conscience. Mais en fait, j'en ai parlé tout au long de cette explication, de ce partage, c'est que la conscience a permis de s'exprimer plus à travers le corps, puisque le corps souvent est se restructurant pour être plus à même, parce que parfois on oublie, quand on travaille sur soi, entre guillemets, on oublie que le but n'est pas d'être une personne parfaite, équilibrée au summum, et d'être un sage à barbe blanche, ou une sage avec un sourire béat, mais c'est de permettre par ce corps, par cette conscience individuelle, de recevoir la conscience tout court, cette chose indéfinissable qui fait que nous existons ici sur Terre. Et quand ce travail est fait dans le corps, donc dans l'énergie, eh bien, on est plus à même de l'incarner. Mais quand ça n'est pas fait, qu'on oublie, par exemple, d'avoir une hygiène de vie adaptée à notre... Ça veut pas dire une hygiène parfaite en disant je ne mange pas ceci, je ne mange que cela. Ça, c'est plutôt de la rigidité et du fanatisme. C'est un peu extrême. Mais c'est une intelligence de fonctionnement qui fait que le corps va pouvoir s'épanouir, on va pas non plus se détruire, on va pas se calciner non plus intérieurement, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, on va pas se restreindre à des environnements qui sont comment dire, pervertis, qui vont nous enfoncer un petit peu dans des affres. On va réussir à faire en sorte d'être plutôt heureuse. Mais si on a accepté les processus physiologiques, si on a accepté les modifications cognitives, il y a déjà de grandes chances que vous viviez, que l'on vive cette modification d'accueil de la conscience. Parce que la conscience est toujours présente, hein, elle ne bouge pas, mais c'est la manière dont on la vit qui change, c'est-à-dire notre perspective. Et donc la perspective bougeant, on va rencontrer des choses très étonnantes sur soi, parce qu'on va se découvrir individuellement, et il faut surtout pas penser qu'on supprime l'ego. L'ego, vous pouvez pas le supprimer, parce que si vous le supprimez, vous êtes un légume. Mais c'est comme si on vous coupe la main en disant que si on vous coupe la main, vous allez devenir... on vous coupe les bras et les jambes, et comme ça vous serez tranquille. Donc vous aurez l'atteinte la sagesse. Ouais, vous bougez plus, vous gicotez plus, mais c'est pas très pratique. Là c'est pareil, si vous supprimez la notion d'individu, en tout cas cette interface entre la conscience universelle et la conscience individuelle, eh bien vous risquez d'être surpris. Donc c'est pas ne plus avoir d'ego ou d'individu, mais c'est se vivre en tant que centre non individuel. Et ce centre non individuel accueille, bien sûr l'ego, accueille l'individu. Et donc l'individu a le droit d'exister, et surtout il a la nécessité d'être là parce que c'est fonctionnel. Maintenant, on est souvent perturbé parce que on pense que notre individu est au centre des choses, et qu'on s'identifie à tout ce qui se présente, avec tous les objets qui arrivent dans notre conscience. Mais si on arrête de faire ça, ou si on a la chance qu'à un moment donné on ouvre un peu les yeux, eh bien on peut très bien vivre son individu et avoir les qualités et les défauts qui sont les nôtres sans en souffrir, en tout cas en souffrant d'une manière furtive, puisque comme je vous le disais, des choses apparaissent et disparaissent. C'est une non-accroche du passé et une non-projection du futur. Et cette conscience-là donne aussi un rapport à l'existence qui déleste un petit peu de la peur de la mort, puisque on n'a plus l'impression que si l'individu disparaît, tout disparaît. On n'a plus les mêmes enjeux de vie. On se rend compte que la vie sur Terre étant limitée, il faut en profiter d'une certaine manière et faire les choses qui nous tiennent à cœur, réaliser nos projets, avoir des relations qui nous satisfassent dans la mesure du possible, les situations ne pouvant pas toujours être parfaites, et surtout s'adapter, vivre le maximum de joie, de plaisir dans chaque situation, et puis dans ce qui est pénible, de le vivre avec une attitude la plus ouverte possible. Bien sûr, on va souffrir comme tout être, et bien sûr, il y aura des moments qui seront extrêmement angoissants, extrêmement difficiles à passer, mais
on ne s'y attache pas autant qu'avant. Et donc, les épreuves sont aussi une occasion de grandir, d'apprendre et de vivre simplement notre existence comme l'être humain que nous sommes. Donc, toutes ces transformations à tous les niveaux font que, vous voyez, le mode de vie, la manière d'apprendre les choses change totalement. Donc, on peut l'encourager par notre état d'esprit, et c'est favorable. Maintenant, est-ce qu'on a le choix? Je n'en sais rien, puisqu'on est qui on est, et puis les personnes qui ne s'intéressent pas à cela, ou qui en ont entendu parler, mais qui n'arrivent pas à se mettre dedans, bien qu'elles aimeraient, peut-être avoir plus conscience des choses, être moins attachées peut-être à certains aspects de leur propre existence, n'ont pas le choix, entre guillemets, puisque les paramètres qui sont les leurs les font un petit peu s'agréger autour des émotions, autour des pensées, tout ça. Mais, en général, le temps, avec la persévérance, on arrive quand même à un petit quelque chose. Maintenant, il est vrai que c'est toujours assez mystérieux pourquoi certaines personnes vont s'ouvrir, d'autres non. C'est un petit peu l'étrangeté du monde, les choses que l'on peut pas vraiment comprendre. Même si on peut voir avec une certaine vision spirituelle, entre guillemets, le cheminement d'une personne, l'ouverture d'une personne, son niveau. Mais c'est pas une question hiérarchique. Quand je dis niveau, c'est plutôt le contact de conscience à conscience. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. On peut comprendre pourquoi la personne agit ainsi. Il y a un film, j'ai déjà cité dans un live que j'avais beaucoup aimé, par exemple, qui parle de ça, c'est Samsara, qui se passe au Tibet, avec la vie d'un jeune moine qui sort de retraite, de sa retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, et qui finalement est rattrapé par ses désirs profonds, notamment au niveau de sa sexualité, qui a du mal à vivre dans son monastère, et donc on lui propose d'aller à la rencontre des gens et du monde ordinaire, et sortir de sa vie monacale pour s'éprouver au contact des choses. Et je pense que c'est un bon moyen de se vivre et de voir où on en est. Parce que parfois on croit qu'on est d'une façon, et puis dans certaines situations, on peut révéler le pire, bien sûr, mais aussi le meilleur. Et c'est ça aussi qui est intéressant, n'ayez pas peur de la vie, parce que c'est au contact des épreuves que vous allez vous découvrir. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ne vous sentez pas forcément obligé de les changer, mais d'abord vivez-les. Et si vous les vivez entièrement, peut-être que vous vous rendrez compte que c'est pas si pire que ça, comme on dit. Voilà un petit peu la petite chose que je vous partage pour cette fin de partage. Voilà. Bon, merci à vous d'avoir été présent. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Voilà, profitez, soyez bien. À bientôt.